Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre 1000 aventures avec ton chien. 2 lundis par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien. Si cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Lucille au micro de Tweep. Lucille habite au Canada depuis 1 an et y a adopté son petit Taou. Dans cet épisode, Lucille nous partage son quotidien dans l'Ouest canadien. Entre la vie sauvage et les habitudes locales, on va très vite comprendre que beaucoup de choses sont différentes au Canada pour les humains, mais aussi pour les toutous. Si tu prévois de t'installer au Canada ou d'y séjourner quelques temps, cet épisode est fait pour toi. J'espère qu'il te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Lucille, je suis très contente de t'avoir sur le podcast Tweep. Comment vas-tu ? Hello, ça va très bien. On a enfin le printemps qui arrive là, donc ça me met de bonne humeur. Trop bien. On s'appelle aujourd'hui du coup pour parler du Canada avec son chien. Avant de commencer tout ça, est-ce que tu voudrais bien te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Bien sûr. Alors, du coup, moi, je m'appelle Lucille, j'ai 26 ans. Donc, je suis née en France, j'ai étudié en France. J'ai étudié le tourisme principalement. D'abord, j'ai fait une licence en fait de langue étrangère, ce qui m'a un petit peu mis directement dans le monde du tourisme. Puis, j'ai fait un master en tourisme et développement territorial qui m'a amené à mettre un premier pas au Canada. Donc, c'est là où j'ai découvert un petit peu le Canada pour la première fois. Et j'ai rencontré donc Luc, mon conjoint, en saison à Courchevel, puisque avec le Covid, j'ai dû un petit peu me réinventer, puisque le tourisme était un petit peu en mal. Donc j'ai fait des saisons dans un hôtel et on s'est rencontrés là-bas. Et ça va faire plus de 2 ans et demi qu'on est ensemble. Et donc il est parti avec moi au Canada et on a adopté notre chien sur place. Trop bien. Et du coup, vous avez adopté Taou, c'est ça ? C'est ça. Moi, j'ai toujours voulu avoir un chien. Depuis toute petite, je suis vraiment passionnée des animaux et j'adore les chiens. Et j'ai eu des chiens avec mes parents, mais j'avais jamais eu de chien à moi. Et avec mon mode de vie, parce que avec mes études en tourisme, comme je disais juste avant, j'ai beaucoup bougé. J'ai vécu à l'étranger, en Écosse, aux îles Canaries, en Espagne, etc. Et en fait, à peu près tous les 6 mois, j'allais autre part. Donc c'était un mode de vie qui peut s'adapter à un chien. Maintenant que j'en ai un, je le sais. Mais à l'époque, je me sentais pas prête à l'imposer, entre guillemets, à un chien. Donc j'ai préféré attendre. Et voilà, donc en fait, quand on est arrivé au Canada, on savait qu'on était là pour 2 ans. Et j'ai commencé à en parler à Luc pour lui dire est-ce que c'est un truc qui te tenterait d'adopter un chien, etc. Lui, il en a jamais eu, mais il était partant pour l'aventure. Je pense qu'il savait pas trop dans quoi il se lançait. Et en fait, on est arrivé, parce que là, on habite en Alberta. On est arrivé en Alberta, qui est à l'ouest du Canada. Et on a entendu parler donc d'une portée de chiots sur en fait c'est une sorte de page web locale. Et on a vu les photos, on l'a trouvé très très mignon. Donc on a contacté la dame, on a pas mal échangé avec cette dame qui était très sympa. Et en fait, c'était une portée familiale. Donc voilà, on est allé le voir et puis on est reparti avec dès qu'il était prêt à quitter sa maman. On l'a adopté donc en juin l'année dernière. Donc là, il a eu 1 an il y a quelques jours. Donc c'est un grand bébé maintenant. Et on l'a nommé Taou en fait, puisque nous deux, on adore la randonnée. On aime beaucoup tout ce qui est outdoor, etc. Et en fait, au tout début de notre relation, on a fait un trip en Italie, avec le van d'ailleurs, donc notre van. Premier haut sommet, entre guillemets, qu'on a fait à plus de 3000, c'était le Mont Taou. C'était assez difficile parce qu'il y avait quand même une bonne partie d'escalade à la fin. Je sais plus d'où c'était parti honnêtement, mais on s'était dit oui, si un jour on a un chien, on l'appellera le Mont Taou, enfin pas le Mont Taou du coup, mais Taou, pour vraiment se souvenir de ce moment parce que c'était un beau moment et on était fiers de nous, etc. Donc il n'y a pas eu d'hésitation. Quand on a eu notre chien, on l'a appelé Taou et voilà, Trop mignon, c'était déjà décidé depuis bien longtemps. c'est ça. Si je comprends bien, c'est le fait de savoir que vous restiez un petit temps au Canada qui t'a permis de te lancer en adopter un ? Ouais, c'est ça. Avant de partir au Canada, du coup, si je peux resituer un petit peu, j'avais déjà un travail, moi. Donc en fait, moi j'ai habité au Canada en 2018, donc toute seule, j'étais pas encore avec Luc.
pendant presque 1 an et demi. Donc j'ai habité dans l'Ouest, là où on est actuellement. Et j'ai également habité à Montréal. Et j'avais déjà beaucoup aimé cette expérience, etc. Donc voilà, donc en fait c'est mon ancienne collègue avec qui je travaillais avant qui m'a recontactée après le Covid, en fait, quand tout s'est un petit peu débloqué au niveau des voyages et de la possibilité de prendre l'avion, etc. Elle m'a contactée en me disant, écoute, j'ai commencé pour une nouvelle compagnie. Est-ce que ça t'intéresserait de venir? On a un poste qui pourrait te convenir et travailler avec moi, etc. Je lui ai dit, pourquoi pas? J'en ai parlé à Lux, donc ça a été un projet commun quand même. Et on a décidé d'y partir. Donc en fait, avant d'avoir le chien, j'avais déjà un travail. Bon, on vivait dans le van quand on l'a eu, donc on l'a adopté dans le van pendant entre 2 et 3 mois, il me semble. Il a vécu dans le van avec nous. C'est quand même réfléchi dans le sens où je savais que j'allais pouvoir subvenir à ses besoins. Et Luc a trouvé un travail très rapidement aussi après. Donc c'était pas juste on craque pour la petite boule de poil et puis au final, on se retrouve un petit peu embêté parce qu'on n'a pas d'argent ou quoi que ce soit. Là, c'était quand même un projet d'immigration réfléchi. Et puis surtout, voilà, j'avais un travail, on avait des bases, on va dire, au Canada. Donc on s'est permis de l'adopter. Et je pense qu'il a pas du tout souffert d'être dans le van. Au contraire, il a bien aimé. Donc voilà. Trop bien. De toute façon, c'est pas parce qu'une situation est peu commune qu'elle est forcément négative. Bien au contraire, je pense. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Je pense que l'image qu'on a un petit peu tous du Canada, c'est les grands espaces, les paysages montagneux, les lacs, enfin les lacs turquoises, c'est un petit peu la nature. Moi, je suis vraiment une grande, grande fan de nature, donc de faune, de flore. Et c'est vrai que le Canada, pour l'instant, c'est encore un des pays qui est préservé au niveau de la nature. Il y a encore plein, plein de belles choses à découvrir, à voir. Donc principalement, je dirais que c'est le premier point qui m'a attirée. Après, comme je disais, moi, j'ai toujours aimé voyager et en fait, j'ai toujours aimé voyager en mode slow travel, donc c'est un petit peu revenu à la mode là dernièrement. C'est vraiment en fait aller m'imprégner de la culture et rester longtemps en fait sur la destination. Par exemple, je serais jamais partie 2 semaines au Canada parce que pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Il y a tellement de choses à voir, à comprendre, la culture, enfin. Voilà, c'est vraiment un mode de voyage que je voulais adopter et donc que j'ai adopté dès que j'ai commencé à voyager après mes 18 ans. Et donc voilà, donc le Canada, c'est un très très grand pays. Donc même j'ai vécu combien de temps là? Peut-être 3 ou 4 ans en tout, si on raccorde tous mes séjours. J'aurais jamais tout fait. Malheureusement, c'est vraiment très très grand. Il faudrait une vie. C'est d'abord les grands espaces, je dirais, qui m'ont attirée. Et après, comme je disais aussi, je suis vraiment une fan d'animaux. Et ici, il y a des animaux partout. Du plus petit au plus grand, il y a des... Enfin, je veux dire, nous, on croise tout le temps ici, c'est les wapitis, donc c'est comme des grands cerfs, si vous voulez, pour chez nous. Et ils sont tout le temps devant chez nous. Enfin, on balade le chien, on en voit. Donc après, il y a les ours, les loups, les coyotes. Je pense qu'ils passent pas une journée, à part si tu restes enfermé chez toi. Mais si tu sors dehors, vraiment, c'est quelque chose... tu vois un animal, quoi. Donc moi, c'était quelque chose qui aussi me stimulait par rapport au Canada parce que j'adore les animaux. Je suis très curieuse de comment fonctionne en fait un peu la nature et la vie sauvage. Donc ça, c'était aussi un point. Et puis, je crois que c'est pas mal tout, hein, honnêtement. C'était vraiment le côté ouais, nature qui m'a vraiment attirée. Et puis j'avais eu, du coup, la première fois, je savais pas, mais après, donc cette fois-ci, je savais que j'avais eu une bonne expérience, que j'avais aimé un petit peu la vibe de la ville, très outdoor, où les gens font beaucoup de sport extérieur, ils mangent bien. Enfin, j'avais envie de retrouver ça, et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de revenir ici avec Luc 2 ans après. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Canada ou en tout cas le coin où tu vis, est-ce que tu peux nous situer un petit peu Alberta? Quel genre de paysage t'as autour de toi? Dans quel coin du Canada c'est? Alors, l'Alberta, du coup, en fait, le Canada, c'est divisé en provinces. L'Alberta, c'est une province de l'Ouest. Donc, tout à l'Ouest, on a la Colombie-Britannique, avec Vancouver, etc. Et nous, on est la province juste à côté, donc à droite. Donc, on est vraiment à l'Ouest, mais on n'est pas la plus à l'Ouest. On n'a pas de côte, en fait. On est une province vraiment de terre. Et l'Alberta, la particularité, je dirais, et l'attrait principal, ça va être qu'en fait, c'est une province qui est traversée et qui partage avec la Colombie-Britannique, justement, les Rocheuses canadiennes. Donc les Rocheuses canadiennes, c'est une chaîne de montagnes qu'on trouve aussi, en fait, jusqu'aux États-Unis.
Donc c'est pas les Rocheuses canadiennes, c'est plutôt les Rocheuses tout court. Mais voilà, moi je parle du côté canadien parce que c'est celui que je connais. Donc c'est vraiment des hautes montagnes. La particularité, c'est qu'elles ont une roche en fait qui s'effrite et ça fait plein de petits cailloux, on va dire. Donc c'est pourquoi elles s'appellent les Rocheuses en fait. Donc c'est juste des massifs montagneux très impressionnants avec souvent des sommets assez hauts, beaucoup de forêts, des lacs turquoises en fait, des lacs de glaciers. Donc c'est des lacs vraiment d'un bleu perçant, c'est très 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 beau. Par contre, c'est très très froid, donc on se baigne pas généralement, même l'été. Puis voilà, c'est beaucoup de voilà vie sauvage, forêt. Et l'Alberta, donc il y a deux grandes villes. Il y a Calgary, qui est, je pense, la plus connue, et il y a Edmonton, qui est la capitale. Moi, j'ai visité les deux. Alors, c'est pas des villes que j'ai affectionnées beaucoup. Calgary, c'est une jolie ville. Si t'aimes le vélo, tu peux beaucoup te balader en vélo à Calgary. Mais voilà, il y a quand même les gratte-ciel, etc. Donc pour quelqu'un qui, comme moi, qui aimait un peu le côté nature et dépaysement, bah c'était pas la destination idéale. Et Edmonton, c'est très culturel. Il y a beaucoup de festivals d'événements, de musées. Donc c'est vrai que si t'es plus quelqu'un qui aime, je dirais le côté un petit peu culture et activité, et vie sociale en fait, ça peut être une bonne destination. À savoir qu'au Canada, les distances sont très grandes. Donc en fait, par exemple, nous où on est, donc nous on habite à Canmore, qui est une petite ville dans les Rocheuses. La ville la plus proche, c'est Calgary, et on est à 1 heure et demie de Calgary. Donc ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même voilà la plus grande ville qui est à 1 heure et demie de chez toi, c'est quand même assez contraignant parfois. La problématique, on va dire, de vivre dans une petite ville de montagne, c'est comme en France, en fait, quand on vit en station, par exemple, c'est que tout est très cher. Donc nous, on se heurte quand même à des prix par rapport à la nourriture, par rapport au logement qui sont excessifs comparé à dans une grande ville comme Calgary ou comme Edmonton. Donc voilà, c'est le choix, on va dire, de vivre près de la nature, mais on en paye un peu le prix avec le coût de la vie qui est assez haut. Il faut faire des choix, on va dire, mais c'est une belle province, il y a beaucoup de choses à faire si on aime l'extérieur. Donc il y a toute la partie rocheuse avec le parc national de Banff qui est très très connu, le parc national de Jasper, c'est vraiment des très beaux endroits. Et puis sinon, il y a le côté un petit peu plus agricole en fait dans le sud, où ça va être des champs, des collines. Là, on y est allé le week-end dernier, c'est super sympa et généralement il fait plus chaud que dans les montagnes. Enfin, c'est une province très variée, il y a beaucoup de paysages variés, beaucoup de choses à faire. Donc nous, on s'y plaît quand même bien. Génial. Et tu nous as dit que tu étais partie au Canada, donc là pour 2 ans. Je me demandais comment ça se passe pour trouver du travail, etc. Est-ce que c'est pas trop compliqué? Donc pour travailler au Canada, il faut un permis de travail. On ne peut pas rentrer comme ça dans le pays et puis chercher du travail sur place. Donc le plus commun, c'est le PVT, donc le permis vacances-travail, qui s'obtient avec un tirage au sort. Donc c'est le plus commun, mais c'est un petit peu le plus difficile au final à avoir. En fait, il faut s'inscrire sur le site de l'immigration canadienne. Et chaque année, ils délivrent une quantité de permis. Donc je pourrais pas donner les quotas, mais ça change un petit peu chaque année. Et en fait, c'est soit tu as la chance d'être tiré au sort et tu peux partir, soit t'as pas de chance et puis tu retentes l'année d'après. Donc ça, c'est un permis de 2 ans. Donc Luc, il a obtenu ce permis quand on a parlé du Canada, il s'est inscrit et on a eu beaucoup de chance. Il a été tiré au sort dans les 2 semaines, je crois. Donc Ah ouais, super c'est rapide. vraiment beaucoup de chance. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup de chance sur ce coup-là. Et ensuite, il y a d'autres options. Donc, il y a les permis, en fait, je vais dire fermés avec des guillemets parce que c'est pas forcément les bons mots de l'immigration. Alors, je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est des permis, en fait, qui s'obtiennent avec une offre de travail. Donc, par exemple, il y a le permis jeune professionnel qui s'obtient, en fait, suite à un contrat de travail. Donc là, il faut, en fait, chercher du travail à distance, donc soit depuis la France ou depuis peu importe le pays où vous êtes, et en fait obtenir un contrat avec l'entreprise qui paye, elle, un montant en fait pour engager un étranger plutôt qu'un Canadien. Et dans ces cas-là, on a un permis de travail qui est en fait clos avec l'entreprise et on peut travailler que pour cette entreprise. Contrairement au PVT, donc le premier où on peut travailler où on veut, la durée qu'on veut, donc une semaine chez McDonald's, une semaine chez Burger King, voilà. On fait ce qu'on veut en fait avec ce permis. Alors qu'avec les permis fermés, c'est des permis vraiment où on reste avec son entreprise et selon la durée du contrat, c'est la durée de notre permis en fait. Donc moi j'avais ce type de permis.
sauf qu'il s'appelait différemment. Enfin, c'était le même fonctionnement, mais c'était encore un autre permis parce que bah, moi, comme j'y étais déjà en 2018, j'avais déjà fait en fait un permis avec l'immigration classique, donc ce qui est PVT, etc. Donc, j'avais pas le droit d'en refaire un. Donc en fait, on a fait ce qu'on appelle une mobilité francophone. Et ça s'applique seulement aux entreprises francophones. Donc moi, je travaille pour Tourisme Alberta. C'est une entreprise qui appartient en fait au Conseil de développement économique de l'Alberta. Bah, je travaille pour la francophonie dans l'Alberta. Donc je travaille avec beaucoup de Québécois, avec des Français. En fait, le but c'est de promouvoir le français à la même hauteur que l'anglais en fait dans la province. Et donc c'est pour ça que j'ai pu avoir ce permis qui est un permis réservé aux entreprises francophones. Donc moi, c'était un permis de 1 an, donc qui se termine là dans un mois. En gros, j'avais le droit de travailler seulement pour cette compagnie. Finalement, j'ai décidé de pas le renouveler parce que le projet à la base, c'était de renouveler donc pour 1 an, vu que Luc a encore une année, qu'on puisse donc rester 2 ans pour économiser un maximum. Mais finalement, j'ai envie de changer d'air en fait et de boulot. Donc le week-end dernier avec Luc, on est allé jusqu'à la frontière avec les USA pour que je puisse avoir un permis, ce qu'on appelle common law, donc conjoint de fait. Donc c'est beaucoup de mots, enfin c'est un petit peu compliqué l'immigration je trouve pour arriver au Canada, mais c'est vrai qu'il y a des sites comme PVTist, c'est très très bien fait, il y a énormément d'informations et on comprend très vite le système quand on lit leur description et puis leur dossier. Donc je conseille si c'est un projet de partir vivre et travailler au Canada, de vraiment se renseigner avec PVTist et puis bien sûr avec le site de l'immigration canadienne, parce que c'est vrai que quand on en parle comme ça, c'est un petit peu compliqué. Mais du coup, voilà, nous, on a fait que en fait, je me greffe au permis de Luc pour la 2e année. Donc là, j'ai obtenu un permis conjoint de fait. Donc en fait, c'est comme un PVT qui se greffe à celui de Luc. Donc Luc, il a un permis jusqu'à mai 2024. Donc j'ai obtenu un permis jusqu'à mai 2024, donc je peux travailler pour n'importe quelle compagnie bah, grâce à ce permis. Et en fait, la seule justification qu'il faut, c'est de prouver que en gros, on est depuis plus d'1 an avec la personne, on vit depuis plus d'1 an avec la personne. Donc il faut des factures enfin, au même nom, avec nos noms et avec la même adresse, par exemple. Il faut un compte en banque commun ou bah, si on est marié, un acte de mariage, etc. Et en fait, ça prouve que voilà, on est vraiment bah, ensemble et que je fais partie de son cercle proche et que du coup, je peux avoir ce permis de proximité en fait. Donc voilà, donc là, je vais changer de travail. Je vais certainement aller travailler avec Luc qui travaille dans un hôtel dans la ville et on va faire tout ce qui est petit déjeuner et puis lunch. Comme ça, après, on a l'après-midi de libre avec le chien pour aller randonner et puis profiter du soleil de l'été qui va arriver, j'espère. Et si on veut venir au Canada pour des vacances, on peut rester combien de temps, tu le sais ça? Le visa touriste, il est de 6 mois. Donc on peut rester 6 mois au Canada. Attention à ne pas mélanger en fait si vous avez un projet de venir vivre au Canada et que vous voulez venir voir en touriste avant, c'est possible. Mais par contre, il faut absolument pas l'évoquer. Il faut pas être inscrit au PVT quand vous venez en visiteur au Canada parce qu'en fait, les douaniers de l'immigration à l'entrée, donc quand vous sortez de l'avion, vous allez être redirigé vers la douane. Donc soit vous passez en fait dans la file pour les touristes, ils vont pas trop vous poser de questions, etc. Soit vous passez dans la file pour ceux qui veulent plus s'installer et venir travailler. Donc attention à bien faire la différence. Voilà, faut pas venir en fait en touriste pour chercher du travail. Les douaniers peuvent le savoir. Ils peuvent en fait à tout moment vous demander de regarder vos mails, sans les lire vraiment, mais regarder vos mails, de regarder si vous êtes inscrit dans les groupes d'immigration par exemple Facebook. Et s'ils voient ça, ça peut en fait vous pénaliser et faire que bah ils vous retirent le droit en fait de venir travailler, puisqu'en gros, ils pensent que vous essayez de tricher à venir au Canada avant, sans permis de travail, pour travailler bah, illégalement, entre guillemets. Donc, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il y a de plus en plus d'immigration en fait au Canada, surtout dans la partie Québec, honnêtement. Et donc, ils deviennent assez tatillons sur beaucoup de choses. Donc, moi, je conseille vraiment, si vous voulez vous installer et travailler au Canada, d'attendre d'être tiré au sort ou alors de trouver un travail à distance, mais de pas essayer de venir chercher sur place parce que vous pouvez en fait avoir votre droit de vivre au Canada retiré pour toujours, donc ce serait bête quand même. Donc voilà, je conseille juste de faire attention de pas mélanger tourisme et recherche de travail quand on vient au Canada parce que ça peut mal tourner. Bah merci pour toutes ces petites précisions administratives. Maintenant qu'on sait comment on fait pour venir vivre au Canada, est-ce que tu peux nous dire comment est la vie au Canada lorsqu'on a un chien? Alors déjà, moi, je vais parler du coup de l'Ouest, donc de la province de l'Alberta en particulier, puisque c'est ici qu'on habite. Je sais que, par exemple, le Québec, c'est très différent.
Donc bien se renseigner sur la partie du Canada que vous visez, parce que selon cette partie-là, ça peut être très différent, parce qu'il y a beaucoup de règles. Ils ont des règles fédérales, mais ils ont aussi des règles provinciales pour tout, hein, que ce soit pour avoir un chien, pour les logements, pour les droits, enfin pour le travail, pour tout. Donc il faut vraiment se renseigner selon la zone que vous visez, donc la province, puisque ça peut différer. Donc moi, je vais donner mon ressenti par rapport à l'Alberta. Alors au niveau administratif, nous, on nous a demandé de l'enregistrer à la commune. Donc je ne sais pas si ça c'est juste pour notre commune ou si c'est pour toutes les villes, mais je crois que c'est quand même pas mal pour toutes les villes. Puisqu'en fait, ici en Alberta, et je pense pour le Canada, ça c'est général, le port de la laisse est obligatoire partout, presque. Donc dans les rues, etc., le chien doit être en laisse. Et en fait, ils ont ce qu'ils appellent des dog parks. Donc c'est vraiment des espaces qui sont avec des barrières, en fait, qui sont grillagées, et où là, on peut laisser le chien donc off-leash, donc comme un parc à chiens en France, sauf que là, c'est vraiment des grands espaces, c'est pas juste un petit, comme j'ai pu voir à Paris, un petit bout avec du sable et puis un arbre. C'est vraiment des grands espaces où les chiens, généralement, enfin, nous en tout cas en Alberta, ils sont très grands, super agréables, il y a des arbres, il y a même, il y en a même un avec un lac pour l'été, enfin, voilà, c'est des zones agréables, mais ça reste quand même des zones grillagées, donc on fait pas une randonnée de 4 heures dedans, hein. C'est pour 1 heure par jour, c'est bien, mais après, voilà, pour le chien, c'est pas hyper non plus épanouissant de l'amener là tous les jours. Mais du coup, avec ces dog parks là, en fait, pour l'amener, ton chien dedans, il faut qu'il soit enregistré à la commune. Donc je pense que c'est une sorte de protection par rapport aux accidents qu'il peut y avoir, en fait. Donc normalement, tu n'as pas le droit d'amener ton chien s'il n'a pas sa médaille de la ville. Donc nous, Taou, il a sa médaille, il a été enregistré. En administratif, je crois que c'est tout. Donc la médaille, elle nous a coûté 50 $ pour 1 an. Honnêtement, nous, on n'était pas réticents à la payer parce que un truc qui est bien dans notre ville, et je l'ai remarqué partout dans la province, c'est que il y a énormément de distributeurs de sacs pour les déjections. Et nous, ça va faire 1 an peut-être qu'on n'en a pas acheté parce que du coup, en fait, quand on paye la médaille, alors c'est pas normalement en libre service, hein, mais je veux dire, on paye la médaille et du coup, en gros, ça couvre les frais de dog park et de sac, etc. Donc voilà, c'est un petit peu des compromis qui s'équilibrent. Donc voilà, au niveau administratif, en Alberta, c'est tout. Forcément, pour aller dans les dog parks, il faut qu'il soit vacciné. Donc dès qu'il est chiot, on fait les vaccins, on fait les rappels de vaccins quand il grandit, etc. Après, au niveau de l'organisation, en Alberta, avoir un chien, c'est un petit peu une épine dans le pied parce qu'il y a énormément de portes qui se referment juste parce qu'on a un chien. Donc par exemple pour les logements, nous on a déménagé en 1 an, on a déménagé 3 fois parce que c'est extrêmement compliqué de trouver un logement avec un chien. Et en fait déjà que le prix de base des logements est très cher, quand on a un chien il faut limite rajouter 500 $ en fait par mois. Et ça c'est rien de légal, hein. C'est juste les propriétaires qui s'ajustent entre eux en fait à se dire lui il a mis ce prix là parce qu'il trouve qu'un chien ça peut détruire un appartement, donc je vais faire pareil. Donc c'est souvent très cher, et en plus d'être très cher, c'est très rare. Donc nous, ouais, voilà, comme je disais, on a d'abord trouvé une coloc qui était temporaire, ça passait pas bien, etc. Donc on a voulu partir. Après, on a trouvé une autre coloc. C'était vraiment quelqu'un qui nous correspondait pas du tout, qu'on a décidé de partir. Mais vraiment, ces deux colocs-là, on les a pris un petit peu en désespoir de cause parce qu'on trouvait rien avec notre chien, parce qu'on se faisait refuser de partout. Dès qu'on disait qu'on avait un chien, c'était ah non, la catastrophe. Surtout qu'en plus, nous, à l'époque où on cherchait, il était jeune. Donc en plus d'être un chien, c'était un chiot. Et même s'il a été propre assez rapidement, ça reste un chiot, donc malheureusement, ça lui arrivait de faire pipi par terre, comme tous les bébés. Donc, les gens étaient très très réticents à nous louer quelque chose avec notre chien. Et on a fini, là, on a trouvé seulement en janvier, hein, donc on est arrivé au Canada en juin de l'année dernière, et on a seulement trouvé notre appartement dans lequel on est là. Donc on ne partage avec personne, c'est un appartement, une chambre, on est tous les trois, on est tranquille, et on l'a trouvé en janvier. Donc pour te dire à quel point c'est compliqué de chercher un logement dans cette partie du Canada avec un chien, c'est que ouais, voilà, on a mis quasiment 1 an à trouver un logement, et donc là on a renouvelé notre bail jusqu'à la fin de nos permis de travail. Donc on est tranquille au niveau logement, donc on est vraiment soulagé là-dessus. Mais par contre, on paye un prix qui est cher par rapport à, par exemple, des loyers en France, c'est très cher. Par rapport aux loyers d'ici, c'est un petit peu plus cher parce qu'on a le chien. Mais notre propriétaire est quand même assez conciliante, donc on est ok avec ça. Mais voilà, à savoir qu'il faut
pas avoir peur de se heurter à beaucoup de refus et de se heurter à des prix, en hausse parce qu'on a un chien, en fait, tout simplement. Et est-ce que tu as des astuces comme ça pour trouver, le logement plus facilement quand on a un chien? Ou c'est vraiment juste la persévérance qui a fait que vous avez trouvé? Alors, bah, déjà, il faut pas abandonner, ça c'est sûr, pas lâcher parce que c'est vrai que ça peut être très décourageant. Nous, on a eu des moments où on s'est dit: «Bah, on va changer de province carrément, on va changer d'endroit» parce que c'est juste pas possible en fait, de chercher autant et de se heurter à autant de refus. Donc, il faut pas lâcher, on trouve toujours et si je peux conseiller quelque chose, c'est d'arriver en fait avant les grosses périodes, donc d'arriver avant l'hiver, donc je dirais, septembre, octobre et d'arriver avant l'été qui est la très, très grosse période ici. Là, par exemple, on va arriver en mai, je dirais que c'est une bonne période pour arriver et commencer à chercher, puisqu'en fait, il y a le balai de tous les saisonniers. Il y a beaucoup de saisonniers ici, parce que le tourisme est quand même un gros pilier de l'économie de cette région. Donc, il y a énormément d'hôtels, il y a beaucoup de restaurants, etc. Donc, il y a pas mal de jobs saisonniers, comme une station de ski, par exemple, en France. Et en fait, bah, les gens, généralement, restent 6 mois. Voilà, ils restent le temps d'une saison. Donc, si par exemple, ils font la saison d'hiver, et ben, en avril-mai, ils vont quitter leur logement. Donc, moi, je conseillerais d'arriver à ces périodes-là. Comme ça, on maximise les chances en fait de trouver des annonces. Et puis après, de rejoindre les groupes Facebook locaux de recherche d'appartements. Donc, bah, suivant la ville où vous êtes, vous tapez sur Facebook, bah, en anglais, du coup, rentals, bah, nous, c'est Canmore. Donc, nous, on a plusieurs groupes qui s'appellent Beau Valley Home Finder, enfin, des choses comme ça. Et c'est vraiment des sources locales. Donc, il y a toutes les annonces, en fait, qui vont passer par là. Les propriétaires vont mettre leurs annonces en ligne. Et ça vous permet de faire un premier contact. Et puis, surtout, bah, ne jamais, au grand jamais, bah, prendre pour acquis un appartement tant que vous avez pas les clés, tant que vous êtes pas dedans, en fait. Parce que nous, il y a eu au moins, je mens pas, au moins 10 appartements où je croyais, parce que moi, j'ai tendance à me lancer, en fait, à sauter directement, en fait, dans le truc, alors que c'est pas forcément fait. Bah, maintenant, j'ai appris de mes erreurs, je ne le fais plus. Mais il y a au moins 10 appartements qui nous sont passés sous le nez parce que, bah, au dernier moment, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Au dernier moment, ils voulaient plus avoir de chien. Il y a même des appartements avec qui j'ai fait des entrevues en vidéo pour que les gens voient à quoi je ressemble. Alors, je ne sais pas ce que ça change, mais bref, avec qui j'ai fait des entrevues pendant des heures à discuter, avec qui le feeling passait très bien, qui me disaient oui, bah, on peut même vous laisser des meubles, on peut même vous faire ci, vous faire ça. Donc, moi, je me disais, bah, génial, on a trouvé, ils sont adorables et tout. Puis le lendemain, il m'envoyait un message, même pas il m'appelait en plus, il m'envoyait un message en me disant oui, finalement, on a décidé de plus accepter les chiens. Ok, bon, d'accord. Donc en une nuit, ils ont eu une révélation. Donc voilà, donc vraiment pas bah, mettre la charrue avant les bœufs, hein, on va utiliser les expressions françaises. Mais voilà, faire attention à ça et ne pas envoyer d'argent également avant d'avoir les clés parce qu'il y a énormément de scams, donc d'arnaques en ligne, que ce soit sur Le Bon Coin, le Bon Coin local ou sur les groupes Facebook. Vous allez avoir des gens qui vont vous contacter, qui vont avoir l'appartement de vos rêves et ils vont vous dire ah par contre moi j'habite en Alaska à l'autre bout du monde ou alors ah par contre je suis à Toronto parce que ma fille a besoin d'une greffe du cœur. En plus ils ont vraiment pas de cœur, ils utilisent des, des excuses assez trash. Donc voilà, ils vont vous sortir une excuse pas possible et ils vont vous dire mais par contre je peux vous réserver l'appartement, il faut juste m'envoyer 800 $. Donc voilà, ne jamais envoyer d'argent bah, comme un peu partout dans le monde hein, avant d'avoir les clés, d'avoir visité et d'être sûr que c'est réel. OK, trop bien. Enfin, je sais pas si c'est trop bien, mais merci pour les conseils. Au niveau du quotidien, du coup, comment ça se passe, de ton côté? Avoir un chien en Alberta, il faut être conscient de plusieurs choses. Donc comme je disais un petit peu plus tôt, il y a la faune sauvage qui est partout. Donc c'est pas, rare de voir un ours le soir, surtout que là, nous, on habite dans un quartier qui est vraiment, bah, si je pouvais vous montrer, je le ferais, mais moi, j'ai la forêt à 5 minutes de chez moi et la forêt, c'est-à-dire forêt avec ours, loups, coyotes, enfin, tous les prédateurs, en fait, qui sont là. Donc c'est incroyable, mais en même temps, c'est bah, quelque chose qu'il faut savoir quand on a un chien. Donc voilà, il faut être très prudent avec la faune sauvage. Bien sûr, si vous voyez un ours au loin, bah, changez de direction, n'allez pas sur l'ours, laissez-le tranquille, parce que il faut quand même garder en tête que c'est nous qui avons construit des choses sur leur territoire. Il faut vraiment essayer de minimiser les interactions qu'on a avec eux. Au niveau de la vie avec un chien, ça va être ça, donc faire attention. Donc comme je disais, le port de la laisse est obligatoire partout, donc les chiens sont acceptés sur les sentiers de randonnée, dans les parcs nationaux, mais en laisse, même en ville. Enfin, nous, je dis ville, mais c'est vraiment plus, on va dire, un village, un quartier avec des maisons et beaucoup, beaucoup de nature. Donc même là où on peut se dire, bah, je vais pas rencontrer d'animaux sauvages, il faut avoir
avoir le chien en laisse parce qu'on sait jamais et puis parce que c'est la loi. Il y a des solutions. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté une longe de 15 mètres. Comme ça, le chien, on le promène dans les zones où c'est vraiment laisse obligatoire, on le promène en longe. Donc il a quand même une bonne liberté. Il peut aller renifler les arbres sans me décrocher un bras et puis moi voilà, je reste sur le chemin, je suis tranquille, lui il fait sa vie. Ça lui laisse quand même elle fait 15 mètres donc ça lui laisse un bon rayon voilà pour se dépenser. Et en fait sinon après il faut juste se renseigner auprès des locaux parce qu'il y a des sentiers où c'est toléré puisqu'en fait ça n'appartient pas à la ville. En fait au Canada il y a ce qu'on appelle les terres publiques et les terres de la couronne. Donc en anglais c'est la Crown Land. Et ces terres-là, elles sont à tout le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles qui s'appliquent, donc personne ne peut imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Donc c'est notamment sur ces terres-là que nous, on va faire du camping sauvage. Donc sur ces terres-là, on peut dormir n'importe où avec son véhicule. On peut faire vraiment tout et rien. D'ailleurs, nous, on a déjà vu sur des spots des gens qui faisaient du tir, qui paraît un peu improbable quand tu sais qu'il y a des gens qui dorment, il y a des chiens, il y a des gens qui se baladent, et il y a des gens qui font du tir, voilà, à 100 mètres de toi. Donc ça peut être super dangereux, mais c'est une terre publique et en fait tout le monde peut faire ce qu'il veut. Donc par exemple nous là chez nous en fait à quelques dizaines de mètres de chez nous il y a un chemin qui est entre deux villes et qui n'appartient à personne. Là-dessus les policiers ne contrôlent pas en fait cette zone parce que c'est en dehors des limitations de la ville. Donc là nous on le lâche, on en profite pour faire des longues balades là-bas. Après à savoir qu'il y a toujours ce risque de faune sauvage parce que les ours ils voient pas les frontières entre la ville et et la terre publique, hein, bien sûr, eux, ils se baladent. Faut juste, en fait, se renseigner auprès des locaux, essayer de voir ce qui est faisable ou non, mais tout en gardant en tête que pour la sécurité du chien, pour sa propre sécurité aussi, et pour la sécurité des animaux sauvages, il faut, si on lâche son chien, qu'il ait un rappel hors pair. Nous, Taou, on l'a habitué, on le rappelle dès qu'il est à plus de 15-20 mètres de nous, donc il est en liberté, mais voilà, il part jamais très loin, parce que malheureusement, c'est trop dangereux pour lui. Au détour d'un arbre, on peut tomber nez à nez avec un cougar qui peut le dévorer, donc moi, c'est pas mon but. Faut quand même être conscient de ces règles-là. Pour trouver l'harmonie avec la faune sauvage, il faut, voilà, pas abuser, entre guillemets. Après, moi, c'est vrai que je suis un petit peu frustrée d'avoir tout le temps mon chien en laisse, même si j'utilise la longe, etc. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'ailleurs de pas rester ici pour toute la vie, parce qu'on a envie d'offrir plus de liberté à notre chien, et surtout, on n'est jamais serein en fait. C'est bête, mais moi j'aime la faune sauvage du plus profond de mon cœur. Vraiment, c'est quelque chose que je souhaite protéger, et c'est un combat, on va dire, que j'ai envie de mener, la protection des animaux sauvages, etc. Mais d'un côté, en fait, ça m'handicape sur beaucoup de choses, parce que par exemple, je vais rarement me promener toute seule loin en forêt avec Taou parce que je suis inquiète de faire des mauvaises rencontres. En fait, avant, quand j'habitais ici et que j'avais pas de chien, j'avais beaucoup plus de facilité à aller marcher parce que je me disais si je le rencontre, c'est moi vs lui entre guillemets, que ce soit un ours, c'est plus communément des ours qu'on rencontre parce que les loups sont moins curieux donc ils restent plus loin des villes, mais les ours malheureusement sont attirés par tout ce qui est arbres fruitiers, par compost, par poubelle, et voilà. Donc ils traînent généralement la nuit dans les villes. Donc voilà, quand on est tout seul, on sait que nous, on sait comment on va réagir, mais quand on est avec un chien, il faut prendre en compte que le chien, ça reste un animal avec des instincts d'animal, que on sait jamais. Ça se trouve peut-être notre chien, il va se mettre à courser l'ours, il va lui faire peur. Ce jour-là, il va tomber sur un ours qui est peureux, donc ça va aller. Puis la fois d'après, il va tomber sur un grizzly qui en a rien à faire et qui va lui le courser à son tour, et puis qui va avec les griffes qu'ils ont, les crocs qu'ils ont, et qui va le démonter. C'est très particulier comme ambiance quand on promène son chien et que on sait qu'il peut arriver ça. Il faut le savoir et il faut être prêt à le vivre parce que c'est vrai que moi, j'avais beaucoup idéalisé d'avoir mon chien ici avec les paysages magnifiques, de pouvoir aller marcher, faire des randonnées, etc. Mais c'est vrai que maintenant, je me vois pas faire ma vie ici parce que je suis jamais détendue à 100% malheureusement quand je promène mon chien. On se promène d'ailleurs avec ce qu'on appelle un bear spray, c'est une canette en fait, une bombe à poivre. C'est à vaporiser sur l'ours s'il s'approche trop, en cas d'attaque, en cas de d'ours un peu trop curieux, on va dire. Donc voilà, on se promène avec ça, enfin on se croirait un petit peu dans la fin du monde, alors qu'on veut juste promener son chien, donc c'est assez, voilà, c'est assez particulier comme ambiance. Ça n'empêche pas qu'on fait de très belles balades et que je pense que notre chien est épanoui et on n'a pas de soucis avec ça. Mais voilà, il faut savoir que c'est présent et que en même temps on peut pas leur en vouloir parce que voilà, c'est des animaux sauvages, donc on peut pas leur dire de dégager alors que c'est nous qui nous sommes installés sur leur territoire. Ici en Alberta, c'est un gros défi et je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve qu'il y a un management de la faune sauvage qui est assez mal fait en fait finalement, puisque là dernièrement, la semaine dernière, il y a un chien
dans un parc national un petit peu plus haut en Alberta, qui a été tué par un ours. Donc les gens avaient deux chiens, ils se baladaient sur un sentier de randonnée assez connu en plus, avec leurs chiens en liberté, alors que normalement ils sont censés être attachés. Et en fait, ils ont croisé un ours qui sortait d'hibernation. Un des chiens a commencé à aboyer et à courser l'ours. Et l'ours, en fait, a voulu se défendre, simplement. Et il est revenu en coursant le chien vers le groupe de personnes avec les chiens. Et il a attrapé, en plus, il a même pas attrapé le chien qui l'a coursé, il a attrapé un autre chien. Il l'a pas lâché et les gens ont essayé avec la bombe à poivre de lui vaporiser dans les yeux, ce qu'on est censé faire pour en fait l'aveugler et qu'il s'en aille, qu'il prenne peur. Ils ont essayé même, je crois, dans le rapport, ils disent de taper avec leur bombe à poivre sur la tête de l'ours pour qu'il lâche le chien. Il l'a pas lâché, il est reparti dans les bois avec et il l'a tué. Voilà, je suis désolée, c'est pas très gai, mais c'est une réalité. Depuis que j'ai lu ça, j'arrête pas de m'imaginer Taou dans la gueule d'un ours. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Moi, je trouve le problème de fond, c'est que dans ce genre de cas, l'ours a été pourchassé par les agents du parc et a été tué. Et ça, moi, ça m'attriste beaucoup parce que beau avoir un chien et aimer partager énormément de choses avec mon chien, si je prends le risque de le détacher alors qu'il est censé être en laisse, et que il importune un animal sauvage, parce que là, c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est très triste pour le chien, c'est très triste pour les propriétaires du chien, mais malheureusement, c'est le risque, en fait. On prend le risque de détacher son chien, et ben, on sait que il peut croiser un animal sauvage, et l'animal sauvage, il a rien fait, enfin, l'ours en l'occurrence dans ce cas-là, il a rien fait de mal, à part se défendre en fait du chien qui l'attaque, enfin qui l'attaquait, qui l'a aboyé dessus, etc. Et il a été tué pour avoir un comportement d'ours. Et ça, c'est super triste. Donc tout ce truc, c'est vraiment quelque chose qui me travaille beaucoup mentalement depuis que j'habite ici avec mon chien. C'est juste prendre conscience de tout ça. Parce que t'as pas des randonnées ou des coins en particulier qui sont moins habités par des ours ou des loups, etc. Malheureusement, ça, c'est imprévisible en fait. Pour avoir fait, quand j'étais sans chien là en 2018, j'ai fait des randonnées tout l'été, tous les week-ends, je partais en randonnée, etc. Et j'ai rencontré une fois un ours de très près, une seule fois. Mais voilà, après j'ai même fait des randonnées au lever de soleil, donc je partais la nuit. Alors que normalement les animaux sont plus actifs la nuit. J'en ai pas rencontré. Et c'est un jour où voilà, je suis allée faire une randonnée qui était pas forcément très connue, mais bon, il y avait quand même un peu de monde, etc. Et j'ai croisé un ours, donc c'est aléatoire. Et est-ce que quand t'arrives au Canada, que ce soit pour le voyage ou pour le travail, enfin tu as longue ou courte durée, t'as un petit brief sur la vie sauvage, comment on fait, enfin tu vois, comment on fait pour la respecter, comment on fait pour se protéger, etc. etc. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est très recommandé. Et ici, oui, il y a une association qui s'appelle Bow Valley Wild Smart. Donc, c'est juste pour en fait alerter les gens aux réactions en fait à avoir quand on rencontre un animal. Et ils font donc des trainings d'apprentissage du comportement en cas de rencontre avec un ours, en cas de rencontre avec un cougar. Ils apprennent également à utiliser la bombe à poivre. Forcément, c'est sécurisé hein, parce que c'est comme une arme, hein, donc on peut pas se balader avec ça qui peut se déclencher à tout moment. Donc il y a un petit loquet à ouvrir, etc. Donc ils apprennent à l'utiliser. Voilà. Et il y a quand même des choses qui sont mises en place. Après, c'est pas obligatoire. Mais je conseille quand même, si vous venez en Alberta et vous installez particulièrement en dehors des grandes villes, donc comme nous dans les Rocheuses, de savoir se servir de la bombe à poivre parce que c'est bien d'en avoir une, mais si sur le moment vous savez pas l'utiliser, elle vous servira à rien. Même avant d'avoir à utiliser la bombe à poivre, peut-être qu'il y a des comportements à avoir, tu vois, et j'imagine que c'est quand même bien de les savoir. Enfin, tu vois, je pars en rando, je sais qu'il peut y avoir des animaux sauvages, je suis contente de me dire, ok, là, faut que je bouge pas, là, faut que je fasse ci, là, faut que je fasse ça, pour ne pas déranger l'animal et être un peu plus en sécurité aussi, quoi. C'est ce genre d'association qui fait des trainings. Après, sur le net, sur les sites de Parc Canada aussi, il y a pas mal d'informations Ok. et qui vous indiquent comment réagir selon l'animal, parce que c'est vrai que la réaction est différente. Enfin, selon si on rencontre un cougar, un ours noir, un grizzly, il faut soit se faire très grand, soit il faut se faire très petit. Enfin, c'est assez, voilà, il y a pas mal de choses à faire. Donc oui, il y a toutes les informations en ligne, mais non, c'est pas obligatoire. D'ailleurs, c'est un bon point que tu soulèves. Moi, je trouve que ça devrait l'être, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de touristes avec un comportement qui est inacceptable avec les animaux sauvages, et on se dit c'est dangereux pour les gens, pour les animaux, parce que comme je disais tout à l'heure, si l'animal il a une interaction avec un chien, avec quelqu'un, s'il montre un signe, même pas d'agressivité, parce que des fois, c'est juste un ours qui va être sur le bord de la route, que des gens vont nourrir, donc il va être un petit peu trop curieux, et ils vont le tuer.
à cause de ces gens qui le nourrissent parce qu'en fait, il est trop habitué à l'humain et que ça il devient un potentiel danger donc oui, je trouve que ça devrait être obligatoire mais malheureusement ça ne l'est pas mais si on est curieux et responsable, on peut se former, en ligne et auprès des associations locales Si on passe un peu plus dans la partie choses qu'on peut faire avec son chien au Canada, est-ce que tu peux nous parler, toi, de ce que tu as visité avec Taou au Canada et quels sont tes spots dog-friendly préférés? Alors nous, avec Taou, du coup, on a juste fait l'Alberta et la Colombie-Britannique, puisque quand on a traversé le Canada, on l'avait pas encore, on l'a adopté en Alberta. Nous, ce qu'on préfère, en fait, c'est aller donc sur les terres publiques, comme je disais tout à l'heure. Donc sur la Crown Land, c'est les terres de la couronne. Et en fait, là, il peut être en libre. Donc c'est vrai que c'est génial. Et il y a beaucoup d'endroits où on peut aller avec notre van. Donc nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on part en week-end avec lui, avec le van et avec des amis. Et puis on va se faire des week-ends en fait 100% nature comme ça. Et sur ces zones-là, donc les zones publiques, il peut être en liberté puisqu'il n'y a pas de règles imposées. Alors ça n'empêche pas qu'il y a quand même le danger de la faune sauvage. Mais voilà, on n'a pas la loi qui nous oblige à le tenir en laisse. Donc, il faut toujours être prudent, mais voilà, il y a un petit peu plus de liberté. Donc, par exemple, si je peux citer un nom, il y a une zone autour du lac Abraham en Alberta qui est vraiment magnifique. C'est un grand lac qui est très très grand d'ailleurs, avec une jolie couleur et en fait en fond il y a les montagnes. Donc on peut trouver des spots où se poser avec le van. Il y a beaucoup de randos magnifiques à faire. Donc ça, c'est vraiment un de nos endroits préférés. On adore aller avec le chien. Plus proche en fait de chez nous, à Canmore, il y a un point de vue en fait. C'est pas vraiment un point de vue à la base, mais c'est pareil, un petit espace avec de l'eau et avec un point de vue sur les montagnes qui est génial. Où on adore l'emmener. On l'emmène en longe du coup parce que là-bas c'est laisse obligatoire. Et voilà, c'est vraiment cool pour l'été parce qu'on se pose, on fait des pique-niques. C'est un espèce de sable, donc ça fait comme une petite plage entre guillemets au milieu des montagnes. Donc ça a pas vraiment de nom, c'est un peu un spot qu'on a trouvé. Je pense que c'est un secret un petit peu local, mais c'est un très bel endroit. Comme autre spot, en Colombie-Britannique, il y a plus de terre libre. C'est pareil, on adore y aller pour aller faire des week-ends en van. Déjà, de manière générale, la van life, entre guillemets, est assez cool ici au Canada. Et comme c'est un bon moyen en fait de voyager avec son chien, hein, de voyager en van, puisque comme ça il prend pas l'avion, etc. C'est un truc qu'on adore faire avec lui et comme il a grandi en van, lui il aime bien aussi. Donc voilà, si vous prévoyez de venir visiter l'ouest de l'Alberta, avoir un véhicule aménagé, c'est vraiment le top pour se déplacer et puis pour se retrouver en fait très vite un petit peu en nature tout seul avec des vues souvent magnifiques et puis laisser un peu de liberté aux chiens. Donc ça c'est vraiment les activités qu'on aime faire. Après, ici, il y a beaucoup, beaucoup de sentiers pour faire du canicross. Pas vraiment commencé parce qu'il vient d'avoir 1 an. Donc on attendait qu'il grandisse complètement avant de le lancer là-dedans. Donc là, on l'a amené courir 10 minutes l'autre fois dans la rue autour de chez nous. Il se débrouille bien, donc on a hâte de commencer le canicross. Moi, je vois beaucoup de gens ici qui se promènent avec leur chien, avec le harnais spécialisé, bien sûr, la laisse bungee là, et puis la laisse autour de la taille. Et en fait, il y a plein plein de sentiers qui sont c'est pas forcément adaptés au canicross, mais qui sont faisables en canicross. Donc je pense que ça va être une activité que je vais faire avec lui. Puis je trouve ça super motivant de courir avec son chien en plus. Principalement, c'est ça ce qu'on aime faire avec lui ici. Malheureusement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a une loi au Canada qui interdit les restaurants et tout ce qui vend de la nourriture d'accepter les animaux à l'intérieur. On va pas au restaurant avec lui. Par contre, l'été, notamment ici, nous en Alberta, il y a quand même beaucoup de patios. Enfin, du coup, de bars et puis de cafés qui ont des terrasses et qui acceptent les chiens en terrasse. Donc ça, c'est aussi super agréable quand on revient d'une balade d'aller prendre un verre, prendre une bière, un café ou un goûter en terrasse avec le chien au soleil, avec la vue sur les montagnes. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment cool aussi. C'est un truc qu'on aime faire et on l'a habitué depuis petit, donc il est pas mal bon avec ça. C'est principalement ce qu'on fait avec lui ici. Trop bien. T'en as déjà donné quelques-uns, mais est-ce que t'aurais d'autres conseils à partager aux personnes qui aimeraient visiter le Canada avec leur chien? De manière générale, je dirais se renseigner donc par rapport au mode de vie qu'on a envie d'avoir avec son chien, parce que je sais qu'il y a des chiens qui sont assez pépères, donc qui n'ont pas besoin de forcément faire des balades de 5 heures, qui peuvent se contenter de 1 à 2 heures par jour dans un environnement plutôt citadin. Enfin voilà, je connais pas tous les chiens par cœur, donc
Il faut juste savoir en fait, enfin connaître les besoins de son chien et puis adapter, notre localisation en fonction de ça, en fait. Puisque, bah, par rapport au Québec, moi j'ai habité au Québec, j'avais pas de chien à l'époque, mais je sais que, en ville, par exemple, on peut pas avoir, de laisse, de plus de, je parle pour Montréal parce que je sais pas pour le reste du Québec, mais pour Montréal, je crois que c'est une laisse de plus de 1,50 m, je crois. Donc c'est vraiment une laisse courte. Donc moi avec ma longe de 15 mètres, je pourrais pas y aller. Je sais que certains chiens, pas forcément catégorisés d'ailleurs, mais les catégorisés plus d'autres chiens doivent être muselés. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de restrictions. Donc je dirais il faut adapter en fait en fonction du profil de son chien. Si vous avez un chien catégorisé, peut-être venir plus dans l'ouest, parce que nous ici dans l'ouest, il y a pas de muselière obligatoire, enfin pas à ma connaissance. Et ils ont les mêmes droits que les autres chiens, donc c'est vraiment génial. Donc je dirais juste se renseigner par rapport au profil de son chien, par rapport aux besoins qu'il a. Oui, et puis d'un pays à l'autre, la liste des chiens de catégorie est C'est pas la ça. même. Ouais, Enfin, généralement, tu retrouves quelques races à chaque fois similaires, mais des fois, d'autres peuvent s'y c'est ça. ajouter, Et quoi. puis tu dis d'un pays à l'autre, mais au Canada, c'est même d'une province à l'autre, du coup. Donc Ouais. vraiment, ouais, se renseigner par rapport à ça. Si vous avez vraiment ce projet-là, et ben travailler à fond sur l'éducation du chien au niveau du rappel, au niveau de la gestion de la frustration et de la prédation aussi. Si vous avez un chien qui fait de la prédation, qui aime courser tout ce qui est écureuil, etc., bah, bosser à fond là-dessus avant de partir. Comme ça, votre chien, il sera mieux dans ses baskets parce qu'il sera plus relax quand il y aura des écureuils qui lui passeront sous le nez, etc. Parce que c'est vrai qu'ici, j'ai parlé des gros animaux, mais il y a aussi beaucoup de petits animaux. Et c'est vrai que nous, on travaille ça avec Taou bah, un peu tous les jours. Alors des fois, moi, ça m'embête pas quand il est en libre, qu'il court après l'écureuil parce que je sais qu'il l'aura jamais. Et puis c'est pas un chien qui chasse, en fait, c'est plus un chien qui s'amuse parce que bah, quelque chose qui court devant lui, ça l'amuse. Mais par contre, voilà, des fois, quand on marche en laisse, j'ai pas envie qu'il me décroche le bras parce qu'il voit un écureuil à chaque fois. Donc voilà, ça, à savoir travailler tout ce qui est gestion de la prédation, des courses-poursuites et tout ça. Enfin, de manière générale, juste préparer son chien à la vie en fait au Canada, donc l'habituer à la marche en laisse quand même parce qu'il va être beaucoup en laisse, et puis l'habituer à être bien avec d'autres chiens aussi parce que si vous l'amenez dans les dog parks, sur les heures par exemple après le travail, donc après les heures de bureau, il y a énormément de chiens. Et ça, c'est aussi un autre problème, c'est que des fois, il y a beaucoup de gens qui juste mettent leur chien dans le dog park et après sont au téléphone ou boivent un café sur un banc. Donc le chien, il est vraiment livré à lui-même et c'est pas la faute du chien, hein, mais comme les chiens sont souvent en laisse ici, bah, quand ils sont dans les dog parks en liberté, ils explosent en fait d'énergie, ils sont contents, ils sont vraiment la frustration qui s'en va parce qu'ils sont enfin en liberté, ils voient plein de copains. Donc voilà, il faut savoir aussi que dans les dog parks, il faut toujours avoir un œil. Jamais on est au téléphone ou jamais on laisse Taou partir hors de notre vue en fait parce que il y a un accident qui peut très vite arriver et moi j'ai pas envie de traumatiser mon chien à cause de ça. Donc voilà, je dirais le sociabiliser et puis faire en sorte qu'il est confortable avec d'autres chiens. Et voilà, principalement ça va être les conseils et puis bah, toujours préparer, mais comme un voyage classique sans chien, hein, se préparer au niveau financier parce que bah le vétérinaire coûte cher. C'est vrai que par rapport à moi, je viens du sud de la France, par rapport aux tarifs que j'ai connus quand on amenait les chiens de ma famille quand j'étais plus jeune, ça n'a rien à voir, c'est très cher. Une consultation, nous, là, c'est minimum 100 $. Donc voilà, enfin, moi, je trouve ça cher. Après, je sais pas, peut-être que dans des villes en France, c'est aussi cher. Mais une consultation, enfin, nous, il nous a fait une réaction la dernière fois quand il était plus jeune. Il a eu des boutons en fait sur les babines. Donc moi j'avais jamais vu ça, j'ai cherché sur internet le truc qu'il faut pas faire. J'ai commencé à m'inquiéter parce que bah voilà, on me disait que c'était une réaction, c'était mortel, enfin bref. Donc on l'a amené chez le vétérinaire. Le vétérinaire, il a pris la gueule du chien entre ses mains, il a regardé, il m'a dit il y a que ça comme symptôme. J'ai dit bah oui. Il m'a dit ok bah c'est rien, faut juste attendre. C'est comme un virus que les chiots ils se transmettent comme la varicelle si tu veux. Faut juste attendre, il y a rien à faire, il y a même pas de crème, il y a même pas d'anti-inflammatoire. On attend. Et j'ai payé 100 Oui, dollars. donc c'est 100 $ en plus la consulte, et puis dès que tu as le moindre Exactement. médicament ou Ouais. recherche en plus, bah ça Bah, il nous a grimpote, fait quoi. une pancréatite parce qu'on a découvert qu'il était certainement allergique au poulet. Et en fait, bah, nous, on ne le savait pas. Et il mangeait des croquettes
et de la pâtée. Enfin, on lui fait un petit peu une ration ménagère arrangée, on va dire, mais il mangeait des choses qui étaient certainement pas bonnes pour son allergie. Et on s'en est rendu compte quand il a commencé un jour à vomir et à avoir la diarrhée, etc. Donc on l'a amené chez le vétérinaire, il a fait une pancréatite aiguë. Malheureusement, je sais pas si c'est notre faute ou pas, mais on s'en est rendu compte trop tard qu'il digérait pas cette nourriture-là. Donc heureusement, on l'a amené à temps, etc. Mais ça nous a coûté presque 2000 $. Donc voilà. Donc juste savoir être prêt et être capable financièrement d'assumer au cas où, parce qu'il peut toujours avoir des accidents qui arrivent, hein, et voilà, savoir que le vétérinaire, et puis même les croquettes, la nourriture, enfin ça dépend à quoi vous le nourrissez, mais la pâtée, la viande, enfin tout est cher. Donc avoir un budget qui suit derrière pour pouvoir ne pas priver son chien ou ne pas se priver soi-même, c'est aussi important. Donc, Oui, dans tous les cas, quand on décide d'avoir un chien et de partir avec lui, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à prévoir et surtout pouvoir parer aux imprévus comme tu l'as dit. Tu nous disais un peu plus tôt que tu faisais le choix de pas rester au Canada, donc pour toutes les raisons que tu nous as citées précédemment. Est-ce que tu voudrais nous parler de la prochaine étape, le après-Canada? Qu'est-ce que tu as prévu? après le Canada, on a prévu de partir sur un très très long voyage, puisqu'on a envoyé notre van avec nous en fait de France. Donc on a notre van français ici au Canada, on l'a mis sur un bateau. Et le but, en fait, pour rentabiliser un petit peu sa venue, c'était de partir sur un trip en van et de relier l'Alaska à l'Argentine, donc à Ushuaia. Donc c'est la célèbre panaméricaine en fait. C'était pas du tout quelque chose qui était prévu à la base, on voulait juste faire Canada-États-Unis. Et puis en fait on s'est dit, nous on essaie un petit peu écologiquement d'être de plus en plus responsable. Et on s'est dit qu'on voulait arrêter de prendre l'avion, que l'avion qu'on prenait pour le Canada, c'était le dernier. Et donc, en fait, on s'est dit que c'était bête de perdre, entre guillemets, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale et de jamais y aller parce qu'on savait qu'une fois qu'on serait rentré en Europe, on reviendrait plus sur le continent américain. Donc, du coup, on s'est dit, on va rentabiliser ce billet d'avion qu'on a pris et on veut relier. Donc, en premier lieu, ce serait aller en Alaska pour le premier été. Donc, ce serait départ mai 2024, donc l'année prochaine, à la fin de nos permis. Donc, d'abord partir en Alaska et au Yukon pour l'été. Donc, comme c'est des provinces, et puis l'Alaska, il fait très froid. Donc, on veut vraiment le faire l'été pour éviter la neige, etc. Et puis après, en fait, redescendre, ça, on n'a pas trop encore prévu la durée. On veut vraiment se laisser, en fait, voyager, on va dire faire du slow travel. Et puis redescendre jusqu'en bas de l'Argentine et après remonter par le Brésil et reshipper notre van direction l'Europe une fois qu'on aura fait le tour de l'Amérique du Sud jusqu'au Brésil. Donc voilà, c'est un projet un petit peu encore... on le prépare, mais en même temps, c'est dur de préparer quelque chose en avance avec les situations politiques qui changent beaucoup aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Pour l'instant, on n'a pas d'itinéraire. De toute façon, je pense pas qu'on fera d'itinéraire. Moi, ce que je fais, c'est que je me pointe en fait des lieux que je repère, etc. sur ma carte Google Maps, et puis on fera un peu au feeling. Mais voilà, et puis Taou sera évidemment de la partie avec nous, donc il va devenir un vrai chien voyageur, hein. Mais voilà, donc c'est la prochaine étape. Après 2 ans au Canada, ce sera ce long voyage sur entre 1, 2 et 3 ans, on ne sait pas trop. Ce sera vraiment le budget qui va nous faire rentrer, en fait, techniquement. Donc voilà. Vous laisserez place à la C'est ça. surprise. Trop bien. Si jamais les personnes qui nous écoutent voudraient en suivre davantage sur vos aventures du coup canadiennes, mais aussi sur la panaméricaine, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, on a seulement une page Instagram qu'on utilise pour un petit peu comme un journal de bord. On y raconte ce qu'on fait en fait. Donc, c'est Explore with Nestor. Donc, Nestor, c'est notre van. Si des gens souhaitent un petit peu voyager avec nous ou ont le même projet, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis voilà. Trop bien. C'est là-bas qu'ils peuvent vous retrouver et vous envoyer des messages si jamais ils ont des questions ou choses comme ça. Exactement. Merci beaucoup Lucille pour tout ça, c'était très chouette. Ça donne très envie de voyager au Canada ou en tout cas de découvrir toute cette faune et cette flore sauvage. Moi j'ai hâte en tout cas de retrouver votre prochaine aventure sur Instagram et encore merci beaucoup. Mais de rien. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix.
Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.